Bonjour, bienvenue au chapitre 11, le mouvement d'un projectile. Donc, on a déjà vu les mouvements rectilignes uniformes et les mouvements rectilignes uniformément accélérés et la chute libre. Donc, le mouvement d'un projectile, c'est légèrement différent. Ce serait c'est-à-dire un objet lancé avec une vitesse initiale. Le mouvement d'un projectile lancé va toujours décrire le même type de mouvement. Donc, le mouvement sera toujours parabolique. Ce qui va changer, ce qui va influencer le déplacement de l'objet, va être la vitesse initiale et la direction de la vitesse initiale. Dans un premier temps, on peut avoir un objet lancé à l'horizontale. Donc, dans le cas d'un objet lancé à l'horizontale, le vecteur vitesse initiale est à l'horizontale, donc est dirigé sur l'axe des Y. Dans ce cas-là, l'objet décrit un mouvement parabolique, c'est-à-dire part à l'horizontale et tombe de manière parabolique. Ce qu'on doit comprendre de ce genre de mouvement, de projectile, c'est que la vitesse initiale en X est non nulle, mais la vitesse initiale en Y, elle est égale à 0 mètres par seconde. Parce que si on prend le vecteur vitesse initiale, ce qu'on voit, c'est que ces composantes, si on le décompose dans ses composantes X et Y, elle a uniquement une vitesse initiale en X et en Y, la composante en Y est égale à 0. On peut aussi avoir un objet lancé obliquement et on peut l'avoir de deux manières différentes. On peut avoir une vitesse initiale qui est vers le haut, un vecteur vitesse initiale vers le haut. Donc, à partir de l'horizontale, on a un angle entre guillemets positif, vecteur vitesse initiale, ou on peut avoir un objet lancé obliquement vers le bas, c'est-à-dire la vitesse initiale, le vecteur vitesse initiale aura un angle sous l'horizontale, ici. Dans les deux cas, on décompose encore notre vecteur vitesse initiale en ses composantes X et Y. Sauf que, différemment au mouvement lancé horizontalement, il y aura une composante en Y dans un objet lancé obliquement. Si on analyse ici vers le haut, j'ai une composante en X et j'ai une composante en Y. Vers le bas, même chose, j'ai une composante en X et une composante en Y. Ce qu'on doit retenir, c'est le sens et l'orientation de nos composantes. Donc, par exemple, si j'ai un vecteur vitesse initiale, comme ceci, vers le haut, donc un objet lancé obliquement avec un angle de 30 degrés, si j'ai une vitesse initiale qui est égale à, par exemple, 5 mètres par seconde. Ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est la norme et l'orientation du vecteur vitesse. Nous, l'être humain, on ne peut pas analyser ce mouvement sans décomposer cette vitesse initiale en ses composantes. On ne peut pas analyser le mouvement sans le décomposer. Parce qu'un projectile, en réalité, c'est un mouvement rectiligne uniforme à l'horizontale qui se déroule avec une accélération vers le bas. Donc, en réalité, on a l'impression que c'est un mouvement, mais on doit comprendre que c'est deux mouvements combinés qu'on interprète de la même manière. Donc, d'un point de vue mathématique, ce qu'on doit faire, c'est décomposer notre vitesse, notre vecteur vitesse, en ses composantes X et Y. Donc, un peu comme ce qu'on faisait dans le module sur les vecteurs, en fait, exactement comme dans le module sur les vecteurs, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par ce qui se passe en X. Donc, en X, moi, je veux connaître la composante ici horizontale de ce vecteur vitesse. Comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mes relations trigonométriques.
Pour déterminer ma composante en x, je vais utiliser la relation cosinus parce qu'on veut le côté qui est adjacent à l'angle. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sais que cosinus de l'angle est égal au composé adjacent sur l'hypoténuse. Dans notre cas, cosinus de l'angle va être égal à la vitesse initiale en x sur le vecteur vitesse initiale. Donc, moi, je veux la vitesse initiale en x qui va être égale à, oups, j'ai oublié le θ ici, cosinus de 30 degrés fois 5 mètres par seconde. Donc, la composante en x va être égale à, ça nous donne 4,3 mètres par seconde. Ensuite, si je veux déterminer ma composante en y, on voit ici la composante en y. Donc, en y, qu'est-ce que j'ai? J'ai le côté opposé à l'angle pour avoir la composante en y. Donc, je vais utiliser la relation sinus, comme on avait vu au dernier module. Donc, sinus de θ est égal au composé opposé sur l'hypoténuse. Encore une fois, dans notre cas, on va remplacer par les données que nous, on cherche. Sinus de θ est égal à la vitesse initiale en y sur notre vecteur vitesse initiale. Moi, je veux la composante VIY est égale à sinus de 30 degrés fois 5 mètres par seconde. Et notre composante en Y a une valeur de 2,5 mètres par seconde. Il ne faut pas oublier ici que notre calculatrice doit être en mode degré. Donc, assurez-vous que votre calculatrice est en mode degré pour pouvoir faire ces relations-là. Pour mieux comprendre le phénomène, on va répondre à quelques questions, c'est-à-dire résoudre des problèmes. Dans un premier temps, on a la question 1. On observe, à partir du toit d'une maison, le mouvement de 2 balles identiques. On laisse tomber la balle A en chute libre sans vitesse initiale. En même temps, on lance horizontalement la balle B avec une vitesse initiale non nulle. Quelle balle atteindra le sol en premier? On peut se faire un petit schéma de la situation. Si j'ai la balle A, elle tombe en chute libre. Donc, sa vitesse initiale en x est égale à 0 mètres par seconde. Et sa vitesse initiale en y aussi est égale à 0 mètres par seconde, comme on a vu en chute libre. La balle B maintenant, elle a un mouvement horizontal. Donc, elle part avec une vitesse initiale en x non nulle, mais on ne la connaît pas, et une vitesse initiale en y qui, elle, est nulle. Donc, en réalité, si on comprend bien la situation, sans même faire de calcul, les 2 balles vont atteindre le sol en même temps parce que le mouvement à la verticale, c'est-à-dire pour arriver au sol, est influencé de la même manière dans les 2 cas. La vitesse initiale en y dans les 2 cas est de 0 mètres par seconde et la seule force en y qui s'applique à ces 2 mouvements, c'est l'accélération gravitationnelle. Donc, ce qu'on doit retenir et ce qui est difficile souvent à comprendre, c'est que même si la vitesse initiale en x est non nulle, ce mouvement à l'horizontale est indépendant du mouvement à la verticale. Donc, ce que ça veut dire, et vous ne me croirez peut-être pas, mais si on laisse tomber une balle et on lance en même temps une balle à l'horizontale, les 2 vont atteindre le sol en même temps. Évidemment, puisque les conditions expérimentales ne nous permettent pas de négliger tout le temps la résistance de l'air, ça se peut qu'en expérimentant, il y a des petites différences, mais il faut garder en tête que ça, c'est uniquement dû à la résistance de l'air.
Donc ici, pour la question 2, la trajectoire d'un projet lancé à partir du sol avec un certain angle θ est représentée dans la figure ci-dessous. On nous demande, au point correspondant à la hauteur maximale, quel est l'angle entre le vecteur VH et l'axe des Y? J'ai l'impression qu'ici, il y a eu une mauvaise importation et dans le VH, ce qu'on veut dire, c'est la vitesse résultante, c'est-à-dire le vecteur vitesse. Donc, dans le A, au point maximal, à la hauteur maximale, notre vecteur vitesse serait rendu comme ceci. Parce qu'au point maximal, la vitesse en Y, bien, on a monté puis on a redescendu. Donc, à la verticale, c'est comme si c'était uniquement une chute libre, dans le sens que on a lancé à la verticale et l'objet a retombé. Mais tout ça, ça se passe avec un mouvement rectiligne uniforme à l'horizontale. Donc, en réalité, ce qu'on doit répondre ici, l'angle entre le vecteur résultant et l'axe des Y est de 90 degrés. Parce que, si on va dans le B, quelle est la valeur de la composante VY en ce point? Donc, selon ce qu'on vient de dire, justement, à la verticale, tout ce qui se passe, c'est que le vecteur vitesse qui avait une composante à la verticale positive au début du mouvement, cette vitesse-là, elle diminue jusqu'au point maximal et la vitesse Y à ce moment-là est égale à 0 mètres par seconde avant de commencer à retomber. Et là, on a une composante en Y vers le bas non nulle. Et là, dans le C, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on nous demande quelle est la relation entre la valeur de la composante VIX2 et on ne voit pas la suite de la question. Et bien honnêtement, je ne me souviens plus de la question. Donc, si tout simplement on analyse la vitesse initiale en X, c'est-à-dire la composante en X, ce qu'on doit retenir, c'est qu'à l'horizontale, on est en présence de MRU. Donc, la vitesse en X est constante tout le long du mouvement. Donc, le vecteur en X sera le même tout au long du mouvement. La seule vitesse qui va changer, encore une fois, c'est la vitesse en Y, parce que c'est la seule composante qui est soumise à une accélération. L'accélération, dans ce cas-ci, gravitationnelle. La question 3. Donc, on a une situation ici. 2 cascadeurs se trouvent sur le toit de 2 immeubles, séparés par une rue de 15 mètres de large. La hauteur de l'immeuble A est égale à 30 mètres, alors que l'immeuble B mesure 4 mètres de moins. Le cascadeur sur l'immeuble A désire envoyer une balle à celui sur l'immeuble B en se plaçant au bord du toit et en la lançant horizontalement. Calculer la vitesse initiale minimum de la balle pour que celle-ci atteigne son but, sachant que la main du cascadeur A est à 1,20 m au-dessus du toit lors du lancer. Donc, dans ce genre de situation où est-ce qu'il y a beaucoup de paramètres, je vous encourage à vous faire un schéma de la situation. Donc, si on parle de l'immeuble A, donc ici j'ai l'immeuble A, qui a une hauteur ici de 30 mètres. Parfait. Ensuite, j'ai 2 immeubles séparés d'une rue de 15 mètres. Donc là, je vais faire mon schéma puis pas à l'échelle. Et l'immeuble B a 4 mètres de moins que l'immeuble A. Donc encore une fois, ça ne va pas être complètement à l'échelle. Mais voici mon immeuble B, ici séparé de 15 mètres. Et la hauteur de l'immeuble B, si c'est... J'avais accroché un mauvais bouton, pardon. Donc, l'immeuble B, s'il a une hauteur de 4 mètres de moins, on a donc une hauteur ici de 26 mètres. Ensuite, on dit que le cascadeur A, c'est-à-dire le cascadeur sur l'immeuble A sa main placée à 1,20 m au-dessus du toit lors du lancer. Donc, sa position initiale du lancer de la balle serait de 30 mètres plus 1,20 m. Donc, à partir du sol, ici, on a un emplacement de départ de 31,20 mètres. Donc, voilà ma situation. Qu'est-ce qu'on nous demande?
on nous demande la vitesse initiale ici à l'horizontale. Donc, on veut la valeur de cette vitesse à l'horizontale pour s'assurer que la balle se rende jusqu'au toit B. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est s'inscrire toutes les données qu'on connaît dans la situation. Donc, ici, ce que je cherche, c'est la vitesse initiale, qui est la vitesse initiale en X aussi. Je sais que la vitesse initiale de mon objet en Y, donc VIY, est de 0 mètres par seconde, parce qu'on a dit qu'on a lancé l'objet à l'horizontale. Je sais que la portée, c'est-à-dire le delta X, est égal à 15 mètres. Et je connais le delta Y. Donc, delta Y ici, c'est-à-dire de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée à la verticale, sera de 26,00 mètres. La position finale, moins la position initiale qui était de 31,20 mètres. Et ici, ça nous donne un delta Y, de moins 5,20 mètres. Et là, c'est normal que le delta Y soit négatif puisqu'on se déplace vers le bas, c'est-à-dire dans la direction des Y négatifs. Et la dernière information que je connais, c'est l'accélération en Y qui est de moins 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, dans ce cas-ci, la stratégie à employer en analysant le mouvement à la verticale, c'est-à-dire le MRUA, et utiliser les formules du MRUA, on peut trouver le delta T qui va nous donner la vitesse initiale en X. Donc, dans un premier temps, je vais aller ressortir mes formules de MRU et MRUA. Donc, dans mes 4 formules de MRUA, moi, je vais utiliser la formule 3 pour trouver le delta T. Parce que dans la formule 3, qui était la suivante, delta Y, dans ce cas-ci, est égal à la vitesse initiale fois la variation de temps plus une demi fois l'accélération fois delta T au carré. Donc, dans cette situation, je connais delta Y, je connais la vitesse initiale et je connais l'accélération. Je peux à ce moment-là trouver le delta T. Pourquoi est-ce que je trouve le delta T? Je trouve la variation de temps parce que le mouvement au complet prend le même temps, que ce soit en X et en Y, puisque c'est un même mouvement. Le mouvement à l'horizontale se fait dans le même nombre de temps que le mouvement à la verticale. Donc, j'ai utilisé cette formule pour résoudre le problème. Je sais que la vitesse initiale en Y est égale à 0. Donc, ça, je peux éliminer ceci. Ma formule devient alors delta Y est égal à une demi fois l'accélération fois delta T au carré. Donc, ici, il n'y a pas d'inquiétude, on n'a pas à faire la formule quadratique. Et je vais isoler delta T parce que c'est ce que je cherche. Donc, je vais avoir que une demi fois l'accélération fois delta T au carré est égal à delta Y. J'ai juste changé de barre. L'accélération au carré, il ne faut pas l'oublier. A fois delta T au carré est égal à 2 fois delta Y. Delta T au carré est égal à 2 delta Y divisé par 1. Et delta T est égal à la racine carrée de 2 delta Y, divisé par 1. Je vais remplacer par mes valeurs. Delta T est égal à la racine carrée de 2 fois moins 5,20 mètres divisé par l'accélération gravitationnelle terrestre qui est de moins 9,81 mètres par seconde au carré. Delta T est égal à 1,03 secondes. Donc, le mouvement aura pris 1,03 secondes. Encore une fois, ce delta T est aussi valable en Y qu'en X.
Et c'est ce qu'on va l'utiliser donc pour résoudre la partie horizontale. Maintenant, pour la partie à l'horizontale, je connais maintenant mon delta t qui est égal à 1,03 secondes. Je connais delta x. Question 4. On nous demande, un lance-balle projette des balles de tennis à un angle de 50 degrés. Il y a une erreur dans la question. Sachant que la vitesse initiale des balles est de 10 mètres par seconde, calculez le temps de vol et la portée du tir. On suppose que les balles sont lancées à partir du sol. Donc ici, quelques petites informations. Quand on dit « sachant que la vitesse initiale des balles est de 10 mètres par seconde », on comprend que ça, c'est le vecteur vitesse initiale, la norme du vecteur, qui est dirigé à 50 degrés. Ensuite, quand on nous demande la portée du tir, ce qu'on nous demande, c'est le déplacement horizontal, c'est-à-dire delta x. Donc, on a un vecteur vitesse initiale qui est ici à 50 degrés à partir de l'horizontale. Donc, ici, dans la question, on cherche la portée, c'est-à-dire la distance parcourue à l'horizontale. Donc, l'objet va quitter le sol, la balle va quitter le sol et effectuer un mouvement parabolique. Et nous, ce qu'on recherche, ce sera la distance horizontale, c'est-à-dire delta x. Ce qui est particulier de ce mouvement, ou peut-être pas particulier, mais ce qu'on peut observer, c'est que le déplacement à la verticale, si on analyse, au total, le delta y de ce mouvement est égal à 0 mètre, parce qu'on part d'un point initial 0 et on arrive à la même hauteur verticale. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est décomposer notre vecteur vitesse initiale en ses composantes en x et en y. Donc, mon vecteur vitesse initiale à 50 degrés de l'horizontale, VI, avait une valeur de 10 mètres par seconde. Désolée, je semble avoir des problèmes techniques, mais la vitesse initiale est de 10 mètres par seconde. Donc, encore une fois, on va décomposer le mouvement en x et en y. Donc, pour trouver la valeur en x, on va utiliser la relation cosinus. Donc, v i x va être égal à cosinus de θ fois la vitesse initiale. Vitesse initiale en x, qui en réalité, je pourrais tout simplement l'appeler vitesse en x parce qu'elle ne changera pas tout au long du mouvement. Donc, cosinus de 50 degrés fois 10 mètres par seconde. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement l'appeler Vx parce que c'est la même vitesse tout le temps. Et si on trouve la valeur, cosinus de 50 fois 10 mètres par seconde, j'ai une vitesse en x de 6,4 mètres par seconde. Donc ça va être notre vitesse en x tout au long du mouvement. En y cependant, on va trouver la vitesse initiale. On va essayer de bien écrire. En y. Donc la vitesse VI y va être égale à, cette fois-ci, sinus de θ fois la vitesse initiale. Sinus θ, j'ai de la difficulté. θ fois la vitesse initiale égale à sinus de 50 degrés, patientez, fois 10 mètres par seconde. Et la valeur de la vitesse initiale en y, sinus de 50 fois 10, sera de 7,7 mètres par seconde. Donc, la vitesse initiale, on garde en tête qu'elle est positive parce que la vitesse initiale est vers le haut.
Donc, un peu comme ce qu'on a fait précédemment, on va utiliser les valeurs en Y pour trouver notre delta T. Et une fois qu'on a le delta T, on va pouvoir l'appliquer à ce qui se passe en X pour trouver le delta X, c'est-à-dire la portée. Donc, voici, j'ai en Y, j'ai la vitesse initiale en Y. Si je pouvais bien écrire, ça serait plaisant. On a une accélération de moins 9,81 mètres par seconde au carré. Et on n'oublie pas ce qu'on avait dit précédemment, que la variation de position en en Y est de 0 mètre, parce qu'on part d'un point initial et on revient au même point. Nous avons aussi une accélération de moins 9,81 mètres par seconde au carré. On n'oublie pas aussi que la variation de position en Y est de 0 mètre, parce qu'on est passé d'un point initial et on revient au même endroit selon l'axe des Y. Donc ici, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut analyser le mouvement en deux temps, c'est-à-dire qui monte et qui redescend. On sait que au sommet, c'est-à-dire à mi-chemin, la vitesse en Y à ce moment-là sera égale à 0 mètre par seconde. La vitesse, en Y. En utilisant cette valeur de vitesse finale en Y, on peut trouver le temps que prendra le projectile à se rendre à mi-chemin et le doubler pour avoir un delta T total. Donc, moi, c'est ce que je ferais. J'ai utilisé tout simplement la formule de l'accélération. Donc, A est égal à delta V sur delta T. Je veux trouver delta T. Donc, delta T va être égal à delta vitesse divisé par l'accélération. Donc, je reprends ici. Delta T va être égal à la vitesse finale, c'est-à-dire 0 mètres par seconde, moins la vitesse initiale, 7,6 mètres par seconde, divisé par l'accélération, moins 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, le temps que sera pris pour se rendre jusqu'au sommet du mouvement, c'est-à-dire à mi-chemin, sera égal à 0,77 secondes. Donc ça, c'est le temps qu'on aurait pris pour se rendre à mi-chemin, c'est-à-dire la moitié du mouvement. Le mouvement au complet aura pris le double du temps, donc delta T au total, ça c'était pour la demi, 2 fois 0,77 secondes est égal à 1,54 secondes pour le mouvement au complet. Et à ce moment-là, on peut revenir au mouvement horizontal. On savait que la vitesse en X était de